France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum avec le sujet à la une, Tariq Ramadan sort mercredi un livre intitulé Devoir de vérité. Comprenez-vous qu'il choisit ce mode d'expression pour livrer sa version des faits? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000 avec Audrey Pronesti, avec Sabrina Sebaï et Abdeslam Itache. Nous reviendrons aussi sur la première interview, la première sortie médiatique de Tariq Ramadan. C'était au micro de Bourdin sur RMC et BFM TV. Violence faite aux femmes avec Karima Perroni. Toujours, nous recevons aujourd'hui Nader Alami. Il est spécialiste du couple afin d'avoir son décryptage sur le pourquoi du chiffre des féminicides augmente d'un point de vue macro-sociétal. Quelles sont les failles qui laissent cours à ces comportements et parler aussi un petit peu de la violence dans notre communauté. Elle est banalisée, il faut quelque peu l'admettre. Décryptage tout à l'heure vers 17h30. Sans oublier le zapping, des infos zappées et le quiz. Et France Maghreb 2, qui vous le savez, et l'association humanitaire organise dès ce vendredi, samedi et dimanche le week-end de la générosité pour l'éducation en faveur des enfants palestiniens à Gaza en leur offrant des kits scolaires à 25 €. Nous ferons le point sur cette opération et sur ce week-end de la générosité qui a débuté depuis 15h. C'est parti pour le LGF qui vous emmène tranquillement et ce jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Elle est avec nous, elle fait sa rentrée avec nous, Audrey Pronesti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Hey, il fait beau alors. Comment on dit bonjour en italien? Buongiorno. 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 Voilà. Sache qu'il y en a deux autres oui, qui et sont d'ailleurs, très en retard. je les entends de loin là. Oui, bah voilà. Oh là, voilà. Je vais aller les voilà. chercher. Va les chercher tout de suite parce que je vais gronder sinon au bout d'un moment. Évidemment. Bon, alors, je vous rappelle, messieurs, dames, qu'on est là tous les jours sur France Maghreb du lundi au vendredi. C'est votre émission, le Grand Forum. Il va se passer des choses encore une fois aujourd'hui parce qu'ici, c'est vraiment pas comme ailleurs, comme vous pouvez le constater, du moins je l'espère. Quotidiennement de 16h à 18h. Ici, vous vous exprimez. Le numéro de téléphone est à votre disposition et vous nous appelez pour ce faire et pour participer parce que votre avis nous intéresse au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler, pour nous joindre et pour participer avec nous, nous donner votre avis qui nous intéresse bien entendu avec nos chroniqueurs qui seront 3 aujourd'hui et 4 tout à l'heure parce que nous allons terminer clôturer, non pas d'arrêter d'en parler parce qu'on va continuer d'en parler, mais en tout cas pour cette semaine spéciale consacrée aux violences faites aux femmes avec notre invité Nader Alami tout à l'heure. Karima Perroni nous rejoindra à la menée de main et de maître excellemment bien tout au long de la semaine, un sujet qu'elle maîtrise parfaitement et on le sent, elle est passionnée au-delà d'être professionnelle aussi et ça se ressent. Et tous les jours, elle nous a fait vibrer avec ses invités, avec ses interventions. Karima Perroni, peu fière, très fière de l'avoir dans l'équipe du LGF, parce que ici nous avons que des pointures, Audrey. Oui, ça c'est clair. Chacun sa spécialité. Tu nous présentes la pointure? Ouais, la pointure. La pointure, c'est qui la pointure? Ah bah là, il y en a une qui vient d'arriver. Hein. Il me semble. Non, que... ça c'est le patron. Non, moi je dis plutôt que c'est le premier de la classe. Merci ça pour lui la va d'honneur. mieux. Non, le patron, si tu lui dis trop, ça, il va prendre la confiance. Non, après je peux plus marcher, j'ai les chevilles qui... Bonjour Mohamed Estavitage. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va? Bah très bien, très bien. Bon. Enfin à quelque chose près, mais oui, on en parlera tout à l'heure. Ça c'est pour après. On en parlera tout à l'heure parce que pour ceux qui... bon, l'avion avec l'azur, tout ça... Il y en a, ça hérisse un peu les poils, hein. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, évidemment. Il y a de quoi. Il y a de quoi, évidemment. Bon, notre Sabrina, elle est en retard. Ouais. Sabrina, c'est bien. On est toujours que les femmes sont en retard. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'étais à l'heure, hein, donc. C'est vrai. Bon, alors, on va parler de quoi? Eh ben, notre sujet à la une, devinez quoi? C'est Tariq Ramadan qui revient au cœur de la scène avec cette première sortie médiatique. C'était ce matin. Tariq Ramadan qui sort un livre mercredi intitulé Devoir de vérité. Comprenez-vous qu'il choisisse ce mode d'expression pour livrer sa version des faits? Oui, parce que dans ce livre, et d'ailleurs le titre en est concrètement illustre parfaitement ce qu'il veut faire. Il veut donner sa version, sa vérité. Il a été privé pendant nombreux mois, incarcéré pendant 9 mois, et donc il a décidé de sortir un livre. Le 11 septembre, c'est la sortie du livre Devoir de vérité. Est-ce que, cher Abdeslam, pour commencer, est-ce que tu comprends ce mode d'action, d'utiliser, j'allais dire, ce moyen pour livrer sa vérité au-delà des différentes interventions médiatiques comme ce fut le cas ce matin chez Bourdin?
Alors, tout d'abord, moi je suis pour l'expression des uns et des autres. La liberté de s'exprimer est quand même une règle fondamentale en France, mais on ne se pose pas la même question lorsque Enda Ayari écrit un livre ou Caroline Fourest en écrit un autre. Là, à ce moment-là, on parle de liberté d'expression. Pourquoi Caroline Fourest écrit, c'est nouveau ça. Ouais, enfin avec les pieds, mais bon, c'est et je dis pas ça parce que c'est une femme. Non, mais, non. Mais il y a de merveilleuses auteurs que bien que entendu. je suis, mais celle-ci, enfin son livre servirait pour allumer ma cheminée, mais rien d'autre. Parce que monsieur a une cheminée. Oui. Hein Non, ah bah bravo. Hein non, mais c'est pas très écolo de produire son livre aussi. Hein, Enfin, Madame Sebaï, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, toujours à l'heure. À ce que je vois. C'est la première fois que je suis vraiment en retard. C'est vrai. Mauvais point. Bon, dites-moi là, toutes les deux, C'est la rentrée, c'est la rentrée. les filles là, vos impressions sur le studio qui est fait Pont-Neuf là. Ah, franchement, il est top, hein. Ah, il est super Sabrina, top. est-ce qu'il est écolo ce studio? Ah bah déjà il est beaucoup plus sobre. Ouais. Et nous on est pour la sobriété donc moi ça me va. Ça fait classe, hein, quand même. Ouais, il est très Mais c'est chouette. pas fini, hein, attendez. Parce que À vous l'image savez- de l'émission, je pense. Waouh. Ah Voilà. ouais, moi je suis comme ça. Bon, alors, 01 40 33 9000, vous êtes 81% sur Facebook, parce que vous pouvez voter, bien sûr, n'oubliez pas, Facebook France Maghreb 2, Twitter, le Grand Forum FM2 pour nous donner votre avis et nous appeler au 01 40 33 9000. J'ai préparé un petit zapping des 3 moments forts que j'ai trouvé fort en tout cas ce matin dans l'interview de Bourdin. La question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez, est-ce que vous comprenez ce moyen de communication, d'action pour livrer sa vérité? Audrey, Tarek Ramadan qui sort ce livre mercredi 11 septembre. Bah, je pense que il a fait comme il a pu, parce que comme il l'a expliqué ce matin dans son interview, déjà ça laisse une trace. Ça laisse une trace, même si évidemment les interviews télévisuelles c'est des traces aussi, mais c'est peut-être pour lui la façon de s'exprimer la plus facile, ou la plus d'aisance, où il peut manier les mots parce qu'il est maître en la matière. Après, bien évidemment, il a sûrement eu le temps de mûrir cette décision, et puis après tout, pourquoi pas. Donc, je comprends qu'il ait voulu s'exprimer via cette façon-là, parce que de toute façon, on va dire ce qui est, hein, la presse, elle a une faculté exceptionnelle pour donner son avis sur des affaires de justice avant même qu'il y ait justement le verdict. Donc à partir de là, oui, il s'est dit que de toute façon un livre, ça serait, enfin, je suis pas dans sa tête, mais je comprends tout à fait que voilà, c'est sa version, personne va le couper, parce que ce matin pareil, quand on lui posait des questions, souvent il avait du mal à répondre. Alors après on sait très bien que une interview, il y a un temps de parole, que il faut respecter un certain timing, ça on le sait tous, mais voilà, en attendant c'est quand même une affaire bien particulière, et puis voilà, il a voulu s'exprimer de cette façon-là. Moi je la comprends totalement, en tout cas de son choix je le comprends. Madame Sebaï, est-ce que tu comprends ce mode de communication utilisé par Tarek Ramadan pour livrer sa vérité? On rappelle quand même qu'il n'a pas pu la donner, hein, sa vérité. On a tout dit sur cette affaire. Les accusatrices ont eu tribune libre dans tous les médias. Lui, il est jusqu'alors, rappelons quand même, c'est important, parce qu'on a tendance à l'oublier, notamment pour lui, qu'il est présumé innocent. Tant qu'il n'y a pas de jugement, il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Elle vaut pour beaucoup d'hommes politiques, pour beaucoup de puissants. Pour Tarek Ramadan, elle a été bafouée, cette présomption d'innocence. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Oui, alors c'est vrai qu'il a choisi d'écrire un bouquin. Je pense que il avait fait le pari, en tout cas, de rester à distance et de pas s'exprimer tellement. En tout cas, on l'a très peu entendu sur ce dossier. Après, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas été traité comme un justiciable comme les autres. Ouais. Finalement, c'est un peu ça le problème, puisque à partir du moment où une personnalité médiatisée, bah forcément, cette affaire a pris énormément d'ampleur, et tout de suite, ça a été, oui, peut-être que quelque part, je sais pas où est passée, la présomption d'innocence, la manière dont toute cette affaire a été traitée. Les victimes, moi je pense qu'il faut vraiment entendre, parce que c'est très difficile par contre de passer le cap, de porter plainte, et là on parle pas d'agression, on parle pas de juste de harcèlement, ou de on parle vraiment de viol, donc on est sur des faits extrêmement graves. Donc toutes ces victimes-là, elles ont eu l'occasion de s'exprimer. Il y a eu
enfin voilà, elles ont eu des médias effectivement où elles ont pu s'exprimer sur le sujet. Lui, il a choisi aujourd'hui d'écrire un livre. Moi, j'ai pas lu son livre, donc je peux pas. Tu peux pas l'avoir lu parce que d'abord il est pas sorti et voilà, il est pas bien gardé. Il y a eu quelques échos sur ce qu'il a écrit dans son livre et notamment. Oui, pas assez Libération si t'as lu le même article. Il y a Le Monde aussi qui a fait un article en disant que sur les 300 pages, finalement, il racontait très peu sur les faits, et que le titre de l'ouvrage ne reflétait pas exactement ce qu'il y avait dans le bouquin, et que c'était beaucoup, en fait, il racontait beaucoup ce qu'il avait vécu pendant ces quelques mois où il avait été mis en prison, la manière dont se sont déroulés les procès. On peut pas lui reprocher. Mais du coup, ce qu'ils expliquent, alors c'est difficile parce que c'est pour ça que j'ai commencé par dire je n'ai pas lu, donc voilà, on ne peut qu'avoir les bribes de ce que nous sortent les médias, et on nous dit clairement que il y a pas vraiment de, il ne raconte pas, en tout cas parce que je crois que le titre du livre c'est vérité, devoir de vérité. Et finalement il revient pas sur les faits, donc il raconte ce qui a suivi les plaintes pour viol. Mais quand bien même il reviendrait sur les faits, de toute façon il y a une instruction en cours. Hein. Oui. Il a dit, il a son positionnement, il l'a donné tout à l'heure, et il lâchera rien. Et après, c'est son droit le plus strict, hein, encore une fois. Mais il a le droit de choisir un livre pour s'exprimer. En fait, on est spectateurs. Ça vous pose pas de problème, voilà. Valérie Trierweiler a écrit un livre quand elle a quitté Hollande. Voilà, merci pour ce moment. Je pense que tout le monde s'en souvient encore, et elle a décidé de raconter ce qui s'était passé. Ouais. Et personne n'a remis en cause son choix d'expression. Donc je vois pas pourquoi on ferait pas la même chose pour Monsieur Ramadan. Tiens, il y a un petit commentaire sur Facebook, sur la page, parce que vous pouvez faire des commentaires aussi sur le sondage. France Maghreb 2 pour voter bien sûr. Twitter le Grand Forum FM2 de Abdel qui nous dit. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Abdel? Accusation montée de toutes pièces pour se venger d'un fornicateur qui devait être un exemple et un porte-parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, moi, je pense que ça reste un être humain, un homme avec ses failles, ses faiblesses. Attention. Rappelons qu'il l'a rappelé tout au long de sa carrière, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Pardon de te couper, Audrey, mais c'est très important ce que je veux dire, parce que moi, j'ai aussi été de ceux à qui ça a posé un problème au niveau de la moralisation. Sauf que Tariq Ramadan, il suffit de se rappeler en écoutant ses conférences, n'aimait d'abord, et je l'ai vu de mes propres yeux, n'aimait pas qu'on l'applaudisse. Il disait attention, moi j'ai des failles, je suis un homme, avec mes défauts et mes qualités, je ne suis pas imam, je suis un théologien, un sachant. Et à ce titre, voilà, j'ai aussi, et en ce qui concerne sa vie privée, il a répondu d'ailleurs à Bourdin ce matin, ma vie privée, parce que je n'en parlais pas, j'avais pas envie de la mettre en avant. Et alors moi je suis absolument pas en train de le défendre, déjà d'une parce que je suis pas juge, deux j'ai pas accès au dossier d'instruction, et puis même, c'est pas mon métier, et voilà, après on peut avoir un avis, mais ça reste biaisé, quoi. Encore une fois, maintenant, comme tu l'as très bien rappelé, ça reste un être humain et un homme avec ses faiblesses. Et alors après, effectivement, on peut le taxer d'hypocrite parce que il a prêché certains préceptes par rapport à l'islam. Mais bon, à un moment donné, je sais pas, mais j'ai l'impression. C'est un peu comme le docteur qui te dit Audrey, il faut arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour ta santé. Mais il y a des médecins qui et dès fument, qu'ils sortent du cabinet, il fume sa cigarette. Voilà. Ça on en est rempli, c'est tous les jours. De toute façon, il y a la morale qui est publique, et il y a l'éthique qui est personnelle. C'est comme Sabrina qui nous fait la leçon sur les écolos, et puis je suis sûr qu'elle va jeter non pas son mégot de cigarette parce qu'elle fume pas. Vide le cendrier. Vide le cendrier. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est s'il a commis un acte criminel, à savoir s'il y a eu viol. C'est ça en fait qui est vraiment important. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est à la justice de le démontrer. Après, ce qu'il fait de sa vie privée, franchement, on est qui alors, tout est là en fait. Il y a bien deux choses distinctes. C'est le fait judiciaire, les choses sur lesquelles il peut être condamné ou pas, et le fait moral. Qu'il ait une vie libertine ou pas, je crois savoir que ça n'est pas interdit par la loi. Donc, parlons des faits. Lui, dans un premier temps, lorsque Bourdin lui pose la question, mais vous avez menti sur le fait que vous avez des relations avec ces femmes, et il dit oui, mais je l'ai fait dans un but, c'était de protéger ma famille. Mais ensuite, il dit mais sur les accusations de viol, je dément formellement ces propos-là. Voilà, mais alors il y a bien deux choses qu'il faut dissocier. Le fait judiciaire, est-il condamnable ou pas? Et ensuite sur l'éthique, la morale religieuse, ça c'est encore une autre affaire. Voilà. Mais je crois, de mon prisme et de mon avis, sa sexualité ne regarde que lui. Et elle ne m'intéresse pas. Tout à l'heure, quand il a rappelé le fait qu'il avait menti, il a voulu mettre l'accent là-dessus. C'est vrai que
dans certaines cultures, là je fais un parallèle avec les États-Unis, quand ils mentent, quand ils font un parjure, là je pense à Clinton parce que c'était la grande affaire. Quand la personne ment, là elle perd toute sa crédibilité. Donc là bien sûr c'est pas un président, c'est pas un chef d'État, mais là effectivement j'ai la sensation en fait que on rappelle Cahuzac, on rappelle. Mais voilà. Mais après je pense qu'il faut accorder un crédit égal à la victime et à celui qui enfin voilà qu'on accuse. Voilà, c'était pas franchement égal, Sabrina. Si, les victimes, elles ont eu la parole, elles ont eu les tribunes dans tous les médias. Oui, mais on a déjà remis en cause, par exemple, déjà les témoignages de certaines de ces victimes. Bien sûr, donc parce que la justice a démontré que leur truc ne tenait pas la route. Pour moi, c'est la justice de trancher, justement. Donc c'est pour ça qu'on accorde un crédit égal aux propos et aux déclarations d'innocence de Monsieur Ramadan, et également un crédit égal à l'accusation dont font part ces femmes, même si finalement, au vu du travail de la justice, il y a déjà certains témoignages qui ont été écartés et mis de côté. Et encore une fois, quand les médias s'en mêlent, ça complique tout. Bien évidemment. Et la dernière plainte, par exemple, qui a été portée contre lui pour viol en réunion en 2014, ce matin, il disait, écoutez, c'est facile à démontrer. Le 24 mai 2014, j'étais à Baltimore. Oui, aux États-Unis. Donc, j'ai jamais été au Sofitel à Lyon. Donc voilà. Après, effectivement, franchement, voilà, il est présumé innocent. Rappelons-le quand même. On a tendance à l'oublier. Et même moi, je me suis laissé emporter aussi par cette tempête médiatique. Il faut pas non plus hésiter à le dire. On se laisse emporter par cette tempête médiatique qui veut en faire trop. L'opinion est assez. L'opinion publique, c'est fatal. Fatima est avec nous. Bonjour. Bonjour Christophe, bonne rentrée. Merci, on est là depuis une semaine et demie. Bonjour à vos invités. Tout d'abord, moi je vais commencer par quelque chose. Monsieur Ramadan a vraiment mauvais goût de coucher avec comment dirais-je, des guenons pareils. Ceci d'une part. Fatima, chacun ses goûts, hein. Les goûts, les couleurs, vous savez, ça se discute pas. D'autre part, Monsieur Ramadan n'est pas n'importe qui. Monsieur Ramadan faisait des conférences dans les banlieues. Il était très suivi par beaucoup de jeunes. Et donc, c'était quelqu'un qui prônait la morale, qui prônait l'abstinence, qui prônait énormément de choses. Et il a fauté. Donc, maintenant qu'il a fauté, moi, je pense, qu'il est fini, il est cuit, il est grillé. Donc, c'est pas la peine de venir chez Lourdes ou chez je sais pas qui pour s'expliquer, ceci, cela, j'ai fait, j'ai pas fait. Tu as fauté. C'est une grosse faute. Parce que tu n'es pas n'importe qui, Monsieur Ramadan. Et donc, moi, je pense que il est fini. Il a écrit un livre. Et il veut montrer son innocence, comme quoi que c'est un coup monté, D'accord. Il n'a qu'à aller vers les tribunaux. Vous m'entendez, fait, Madame Fatima, c'est ce qu'il a fait. Il a fait 9 mois de prison, quand même, rappelons-le. Mais toujours est-il, Christophe, que il a reconnu avoir couché avec ces femmes. Et quelle femme! Oui, mais ça, Madame, c'est sa vie privée, à la limite. On s'en fout qu'il couche avec tel ou un tel. Non, on s'en fout pas, parce qu'il il voulait être plus royaliste que le roi. Il était tout le temps en train de donner des leçons de morale. Faites ceci, faites cela, aux filles de banlieue, aux garçons de banlieue. Il faisait plein de cons. Il était très suivi, Christophe, vous le savez bien. Bien sûr que je le sais, mais qui perd la crédibilité, donc, ça je veux bien. Donc comme on dit chez nous, c'est pas après avoir fait le coup qu'on s'aperçoit qu'on a fauté. Bon. Ça, il est cuit, c'est fini. Moi, j'espère que personne ne va le suivre dorénavant. Merci, Fatima. Il ne fait pas de peine. Bon, d'accord, oui, on a bien compris. On a bien compris. Très bonne rentrée. Merci. De vous avoir. Merci, Fatima. À bientôt. Ah oui, voilà, c'est aussi ça, le genre de réaction, ça existe et voilà. Mais c'est évident que ça implique des réactions comme celle de Fatima, c'est même logique. Maintenant qu'il est perdu en crédibilité, ça c'est une certitude. Mais après savoir s'il est criminel, c'est la guillotine rapide, quoi. C'est la justice de trancher. Là, en l'occurrence, il a reconnu avoir eu des relations avec ces femmes, alors que quand même, il en termes d'image, je pense qu'il y a une faute morale, effectivement. Mais ni le viol. Mais bien sûr qu'il nie le viol. Mais c'est là où là est le combat. Mais c'est là qu'est le combat, bien sûr. Il doit aller devant les tribunaux et prouver son innocence. Je pense que tout le reste du chemin qui lui reste à faire, c'est celui-ci. Oui. Par contre, sur la question effectivement de son image, moi c'est un peu comme un homme politique qui aujourd'hui, on voit bien, même si c'est pas tout à fait la même chose, le parallèle. Non mais je vois ce que tu veux dire. Dans son image, en fait, Cahuzac, quand il a été dire partout qu'il avait pas de compte, etc., et que finalement on s'est rendu compte qu'il avait menti, sa crédibilité en a pris un coup en tant qu'homme politique. Et je pense que c'est pareil pour toute personnalité. Comme ça, mais bien sûr, mais pour toute personne. Comment il s'appelle le mec de chez vous là? Je sais pas s'il est chez vous. Non, Denis, truc là. François, non, il y avait Denis aussi là. Denis Baupin. Ah. Mais bien sûr, mais c'est ce que je veux dire. À partir du moment où on est une personnalité médiatique.
et qu'on défend Strauss-Kahn. certains idéaux, une certaine moralité. Aujourd'hui, on parle de moralité de la vie publique, Ah non, mais on parle de la moralité de la vie politique. À partir du moment s'il est coupable, bien évidemment que c'est la justice encore une fois qui doit trancher, et c'est pas la presse, c'est ça le truc. Oui. Et encore une fois, s'il est coupable, bah voilà, il va être condamné, il paiera sa dette à la justice, et puis évidemment que on ne peut pas nier ses victimes. Enfin, je veux dire, on peut pas les ignorer. Je suis pas en train de le défendre. Je suis juste en train de dire c'est que victime s'il est condamné. il essaye de se défendre. C'est Bon. plaignant. C'est plaignant. Samir est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On t'écoute Samir. Très bien. Christophe, je voulais donner juste mon avis. J'ai également écouté ce matin dans ma voiture, Tariq Ramadan avec Jean-Jacques Bourdin. Moi, je pense que là, on se mêle un peu les pinceaux. D'un point de vue judiciaire, il a le droit de se défendre, de dire voilà, j'étais pas à Lyon, ou j'étais à Baltimore, ou voilà, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'on lui a posé la question, est-ce qu'il a menti? Je rappelle qu'en France, quelqu'un qui est en face d'un juge et qui ment, il est pas jugé, enfin, on ne le condamne pas parce qu'il a menti. C'est différent des États-Unis. Là, tout à l'heure, votre collègue parlait de parjure. Effectivement, devant la cour, par exemple, ça c'est un autre débat. Mais devant un juge ou un policier, s'il vous dit est-ce que vous étiez à tel endroit alors que vous y étiez et vous dites le contraire, vous n'êtes pas jugé pour ça. Moi, c'est pas ça mon problème. Il faut laisser la justice. Moi, je rejoins ce que disait votre auditrice tout à l'heure. Moi, c'est plus un problème. Maintenant, si on revient à la morale, en France, effectivement, tromper sa femme ou voilà, avoir des relations adultères ou autres, je dirais, c'est pas, il y a aucune loi qui l'interdit. Après, c'est la loi de la République. Maintenant, d'un point de vue moral. La loi de la fidélité ou de la moralité, c'est important quand même. Ouais, voilà, non, mais j'y arrive. Je veux dire que, oui, mais c'est comme ça. La loi ne le punit pas. C'est la loi de la République. Maintenant, d'un point de vue, je parle des relations. Je parle pas de la morale dans autre chose. Maintenant, d'un point de vue non né musulman, voilà. Moi, effectivement, je rejoins ce que dit Fatima. Votre auditrice de tout à l'heure, je l'écoute là en voiture. Effectivement, on a un gros problème. C'est-à-dire que Tariq Ramadan, c'est pas X ou Y, inconnu, voilà, bon, voilà, il s'est trempé à Birfallo. Là, c'est quelqu'un qui véhicule des messages. Il véhicule des messages, il a des positions, il va dans des conférences. Qu'est-ce que penseraient maintenant les jeunes, nos jeunes, dans les villes et les banlieues, moi je parle pas uniquement des banlieues, partout, d'accord, en France au-delà, quand ils voient ça, ils disent, ça veut dire que il y a certaines personnes qui nous parlent de Maw'ida ou qui nous font des choses, mais en fait, ils ne l'appliquent pas à eux-mêmes. Je suis désolé, c'est mentionné dans le Coran. Je veux dire, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose et qui fait le contraire, on a un problème. Donc moi, j'espère que je lui souhaite de se défendre correctement et de prouver son innocence, Inch'Allah. S'il s'est trompé et qu'il l'a vraiment fait maintenant, je dirais Rabbi Yarfarlo, mais clairement, j'espère aussi que vis-à-vis de la communauté, il a aussi des comptes à rendre, enfin d'un point de vue moral et éthique. Très bien, on a compris, Samir. Je crois qu'il s'est excusé, non? Oui, il s'est excusé d'ailleurs ce matin. Ça vous a pas échappé, Samir? Oui, il s'est excusé, Ouais, il s'est excusé. Oui. Bon. Oui, d'accord, il s'est excusé parce qu'il a menti. Oui. Il s'est excusé, oui, mais c'est pas suffisant. Non, je suis d'accord, désolé. j'ai pas dit que ça suffisait, je vous ai juste qu'il s'est excusé. Bon, en tout cas, merci Samir, on a bien compris votre position. Merci Christophe, merci tout le monde et continuez, vous faites super. Merci, au revoir. J'espère bien, restez là, hein. Même si on n'est pas d'accord, on peut rester là, il n'y a pas de souci, on débat ici. On débat avec tranquillité, amabilité et respect. Dans un instant, tiens, on va se réécouter 2-3 moments importants de cette émission. Et puis après, faut qu'on enchaîne parce qu'on a un zapping. Et puis vous continuez de voter, de répondre à cette question. Est-ce que vous trouvez ça logique, la méthode de communication pour livrer sa vérité? Tariq Ramadan qui sort un livre, c'est mercredi 11 septembre. On lui a même fait le procès d'avoir choisi une date exprès alors que c'est l'éditeur qui a choisi. Hein. D'ailleurs, il a renvoyé balader tous ceux qui m'ont posé des questions. Le directeur des éditions, ils ont dit circuler, rien à voir. Allez hop, dehors. Et voilà, on en reparle avec vous. 01 40 33 9000. L'utilisation d'un livre pour livrer sa vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites oui, non? Vous votez. Facebook, France Maghreb 2, Twitter, le Grand Forum FM2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je vous rappelle, messieurs, dames, que c'est le Grand Forum et que vous êtes bien sur France Maghreb 2. Oui, tout va bien. Avec aujourd'hui Audrey Pronosti, qui est journaliste, Sabrina Sebaï, écolo et futur maire d'Ivry. Inch'Allah. Et élu écolo Europe Écologie Les Verts.
Et Monsieur Abdestamitash, qui lui est un peu plus au centre, il est élu aussi. Pas un peu plus de centre, pile au centre. Pile au centre. Pile au centre, le centre absolu. On peut pas faire plus centriste. C'est-à-dire qu'il tranche rien. Les centristes, ils tranchent pas. Si, Ah non, si, c'est si, pas ça vrai. arrive. C'est pas vrai. Bon. En tout cas, élu Modem. Oui, c'est ça. Dans le Non mais 9-3. c'est drôle parce qu'ils sont tous les deux au centre et c'est moi qui suis au centre. Ah oui, c'est vrai. C'est bien, voilà. Les écolos, attention, les écolos sont en train de prendre le pouvoir. Et il y en a qui se révèlent Ce avec une serait âme, pas un mal. avec une âme écolo, genre Cédric Villani, par exemple. Ah qui oui, va être oui, le oui. futur maire de Paris le plus écolo. Bon, on en reparlera. Il n'y a pas que lui, ils sont tous écolos. Voilà, et surtout c'est écolo quand il s'agit évidemment de faire référence aux dernières élections. Il y a toujours des trucs à prendre. Bon, on parle de Tariq Ramadan, les amis, qui sort un livre. Est-ce que vous, comment dirais-je, est-ce que vous êtes favorable à ce type de communication pour livrer sa vérité? Ça sort mercredi prochain, le 11 septembre. Vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez au 01 40 33 9000. Vous êtes en majorité à dire oui, hein, que c'est très bien et qu'il le fasse, évidemment. Je vous rappelle également que France Maghreb a annoncé depuis tout à l'heure 15h, j'ai eu l'honneur avec Youssef Banderbal, le responsable communication de Humanitaire, l'association humanitaire, le week-end de la générosité. On va en parler tout à l'heure avec le directeur Mouloud Bouzidi, qui est le directeur de Humanitaire, pour offrir des cartables, des kits cartables pour la rentrée scolaire à Gaza pour les enfants, et ça coûte 25 €. 25 €. Avec 25 €, on leur offre un cartable tout neuf, les fournitures scolaires et l'uniforme. Est-ce que vous saviez qu'il y a des uniformes qui sont obligatoires dans les écoles à Gaza? Vous savez pas? Moi, je suis pour l'uniforme. Voilà. Et ben, à Gaza, voilà. C'est mon côté conservateur. Il leur offre un uniforme, le cartable tout neuf et le kit scolaire. Ça coûte 25 €. 25 €. Vous pouvez redonner du sourire à un sourire à un enfant. H-du-6 terre comme la terre.org et le 01 55 268 268. Nous sommes avec comment il s'appelle ce monsieur déjà? Mohamed? Mohamed, tout à fait. Mohamed, il nous appelle de Créteil. Oui, tout à fait. Pas loin de chez Sabrina. Bonjour Mohamed. Merci de me recevoir. Je voulais réagir car j'ai entendu tout à l'heure le commentaire de Madame Fatima. J'ai bien aimé son commentaire parce que c'est vraiment un commentaire que j'entends beaucoup autour de moi, que ce soit ma femme, ma mère, énormément de femmes entre guillemets, même s'il y a des hommes aussi qui ont le même commentaire, à savoir que il a, en gros, pour résumer, je dis simplement, il a fauté et il a plus le droit de s'exprimer. Il ne devrait plus représenter la communauté musulmane vu la faute qu'il a commise. J'ai envie de leur dire à tous ces gens-là qui disent que justement à partir du moment où on a fait une faute, qu'on n'a plus le droit de s'exprimer pour donner des conseils aux musulmans, c'est comme si un médecin qui fumait ne pourrait pas dire à un de ses clients qu'il faut qu'il arrête de fumer parce que lui-même fume. C'est pas un argument, c'est juste complètement débile. Donc, et aussi il ne faut pas oublier que, tout le monde, l'être humain est imparfait. C'est-à-dire qu'un humain, obligatoirement, sur Terre, va faire des fautes, va commettre des fautes. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a commis une faute, on ne peut pas donner de conseils aux gens? On ne peut pas être prédicateur parce que, soi-disant, on a commis une faute? Mais si on suit cette règle, c'est très simple, personne ne peut être prédicateur. Parce qu'à un moment donné dans notre vie, on va commettre une faute. Et vu qu'on va commettre une faute, donc on ne peut pas être prédicateur. Donc ce n'est pas un argument. Commettre une faute, c'est l'apanage de l'être humain. On va tous commettre une faute à un moment donné dans notre vie. Donc il faut arrêter de dire ça, c'est pas possible. Je suis assez d'accord, Mohamed Chopard. En tout cas, je vais laisser la parole à nos amis chroniqueurs dans le LGF, parce que mon avis n'intéresse personne, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Mohamed. Je veux dire, c'est à ce moment-là, toute personne, effectivement, qui a une quelconque responsabilité commet une faute, et rappelle que l'homme est faillible, donc il fait que des conneries, beaucoup en tout cas. À partir du moment où on va faire une bêtise, et ça peut m'arriver à moi en tant que journaliste dans cette émission de LGF, de dire une bêtise, par exemple. Est-ce que ça remet en cause mes compétences et ma légitimité à présenter le LGF? J'ai envie de poser la question comme ça. Est-ce que, par exemple, monsieur Itache, vous élu, vous allez dire une bêtise dans une conférence, dans un conseil municipal? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que ça remet en cause votre casquette? Ça, d'abord, ce sont aux électeurs de le dire. Est-ce que, Audrey Pronosti, lorsque vous écrivez un article, vous prononcez une faute, vous allez donner une fausse information parce que vous êtes sûr de votre... Ça peut arriver de se faire tromper. Est-ce que ça remet en cause ta légitimité en tant que journaliste? Je suis fumeur, j'ai des enfants. Je leur dis qu'il ne faut surtout pas fumer. Vu que je fume, je suis pas légitime, je suis pas en droit de leur conseiller de ne pas fumer. Mais non, pas du tout. C'est pas parce que je fume moi que je ne dois pas leur dire qu'il ne faut pas fumer. C'est complètement débile. Si tu peux inverser le problème en disant je fume et j'ai tellement de mal à arrêter, je suis addict à la cigarette. Ne commencez jamais, voilà le conseil que tu peux leur donner. Ça, c'est un bon conseil.
Oui, mais ça n'enlève pas la légitimité de dire à mes enfants de ne pas fumer. C'est pas parce que je fais cette faute-là que je ne peux plus leur conseiller le contraire. Monsieur Ramadan a commis une faute. Il a le droit de dire aux gens qu'il ne faut pas forniquer parce que dans l'islam, on nous apprend qu'il ne faut pas forniquer. C'est normal. Oui. Merci, Mohamed. Une dernière petite chose et après je vous laisse. Dans l'islam, il est dit une chose très importante. Tout homme est faillible. On va forcément commettre des fautes. Et même consciemment, on va faire des fautes. Par contre, si on fait des fautes consciemment, essayez de le faire cacher et de ne pas le montrer à tout le monde pour pas donner l'exemple aux autres, pour pas montrer aux autres le côté malsain, enfin des mauvaises choses qu'on fait. Pour pas donner l'exemple, le mauvais exemple, tout simplement. Mohamed, donc, tu es fidèle, toi? Comment? Est-ce que tu es fidèle, mon cher Mohamed? Oh, bien sûr. Bah oui, ta femme t'écoute en même temps, tu vas pas dire le contraire, c'est ça, C'est sûr que c'est jamais la radio, ma femme. Ah bon? Mohamed de Créteil, il est fidèle. Bon, salut Mohamed, à bientôt, bon week-end à toi en tout cas, merci de ta prise de parole. Cela dit, c'est très juste ce qu'il vient de dire. À partir du moment où on est des êtres imparfaits, on n'est pas là pour exposer nos fautes. Enfin, bah je veux dire, sûr, après c'est pas une question d'hypocrisie, mais j'entends quand même le positionnement de Fatima. Ça, je comprends tout à fait. Bien sûr. Tout est respectable dans cette émission. Voilà. Moi, si vous permettez, je vais faire juste mettre un petit bémol concernant cette volonté de le désacraliser ou de toucher au précepte de l'islam. C'est pas parce que le musulman faute que l'islam est imparfait. Tout musulman a aspiration à l'être et il commet des erreurs. Moi, ce que je veux juste dire, ce sont les hommes qui ne le sont pas. Mais juste une chose, quand je vois des gens comme Fourest qui se mêlent de ça, parce que il faut voir aussi, on cherche à casser son image. Bah oui. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est en débat avec Nicolas Sarkozy et tout le reste, et au passage Fourest, et qui les explose dans des débats, il y a une volonté manifeste de vouloir casser son image. Moi, Fourest me pose problème quand elle est dans des échanges d'SMS avec les prétendues accusatrices, enfin prétendues violées, mais accusatrices. Moi, ça me pose problème. Il y a manifestement un acharnement et une volonté de casser son image. Bon, alors, je vous propose quand même de réécouter parce que j'ai trouvé, on va en parler ensemble si vous voulez bien, dans cette interview que vous avez tous regardé, je pense, c'était ce matin, première sortie médiatique de Tariq Ramadan. Et pour commencer, je vous propose d'écouter le tout début, lorsque Jean-Jacques Bourdin a mis des choses au clair, comme une petite mise au point, et on a senti, je sais pas vous, un Jean-Jacques Bourdin qui était vraiment pas à l'aise tout au long de l'interview. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aime, vous le savez, que tout soit clair. Il y a 10 jours, vous m'avez sollicité me demandant si j'accepterais de vous recevoir. J'ai hésité, franchement, je vous le dis, quelques heures avant de vous proposer ce vendredi 6 septembre. Pourquoi ? Parce que vous êtes présumé innocent. Votre culpabilité n'a pas été légalement démontré. Vos accusatrices, les plaignantes, se sont exprimées publiquement dans les médias, dont BFM TV. Quelle honte ai-je lu ou entendu, Tariq Ramadan? Inviter Tariq Ramadan pendant le Grenelle sur les violences faites aux femmes. Je voudrais préciser que je ne choisis pas mes invités en fonction du calendrier du gouvernement. Et les violences que subissent les femmes sont malheureusement quotidienne en France. Alors que les choses soient très claires, Tariq Ramadan, je ne vous donne pas une tribune, mais simplement la parole. Ça, c'était pour commencer. Et j'ai senti, je sais pas vous, un Jean-Jacques Bourdin très très mal à l'aise, agressif, bon comme il est d'habitude, mais c'était pas l'agressivité dont on est habitué de Bourdin. On sentait qu'il y avait une grosse pression derrière. On sentait qu'il y a eu beaucoup de réactions. Et peut-être de la pression aussi, hein. De toute façon, il l'a pas caché. Après, il a expliqué que on lui a dit, mais pourquoi vous décidez de le recevoir, Tariq Ramadan. Enfin, on lui a reproché, effectivement. Donc, il y avait déjà de la pression autour. Donc, quoi qu'il en soit, mais bon. Ouais. Après, c'est savoir. Il a pris cette décision, il a décidé de le recevoir. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas senti à l'aise. Ouais, Abdeslam. Non, mais alors c'est un poids lourd, Tariq Ramadan, quand on reçoit Tariq Ramadan. Bourdin aussi, c'est un poids lourd. Tu sais, du journalisme, ça fait 30 ans. Il y a du fight, c'est très bien. Et lui appréhende, bien sûr, un Tariq Ramadan qui a une vraie maîtrise du langage et qui a le sens de la rhétorique et qui sait répondre ce qu'il a envie de répondre aussi. Donc, et qui sait éviter les pièges. Donc oui, il y a un peu de tension
Ensuite, moi j'ai trouvé très honnête de sa part d'avoir dit qu'il avait d'abord hésité. Et dans les faits, Tariq Ramadan n'est pas condamné, donc il n'avait pas de raison de ne pas le recevoir. Donc à partir de là, il a été écouté. Moi, ce qui me gêne, par contre, c'était tout au long de l'interview. À certains moments, il lui posait une question, il le laissait répondre, et juste sans aucune transition, il lui posait la question: vous êtes pour la charia? Ouais. Alors ça n'avait absolument rien à voir avec le débat, mais uniquement dans une volonté de le déstabiliser. C'est ces indicateurs-là, et moi j'ai beaucoup aimé sa réponse. Quand il dit en France, je suis pour la loi française. Pour moi, la loi française est ma charia. Voilà. Et en fait, ça l'a calmé, mais il est revenu derrière en disant: oui, mais vous êtes pour la charia dans d'autres pays. Il a dit: c'est pour ça que je suis interdit en Arabie Saoudite. Il lui a dit exactement: ça vous va? Il a dit: arrêtez de me prendre à témoin. Et en fait, c'est là où on sentait que ça a été une interview compliquée, parce que pour qu'il arrive au point de faire une mise au point, enfin une mise au clair dès le départ, en expliquant que la date qui a été choisie, ça n'a pas de lien avec le Grenelle des violences faites aux femmes. C'est vrai qu'en termes de calendrier, ça pouvait pas plus mal tomber, parce que même s'il n'est pas condamné par la justice, en tout cas, il a été condamné par les médias, par la population, par toute cette partie en fait des gens qui ont suivi les médias, qui l'ont condamné sans même qu'il y ait un procès équitable. Et du coup, c'est vrai que le timing de cette interview, et qui peut être considéré comme une tribune par certains, et par notamment, je pense, ces victimes, ces accusatrices en premier lieu, qui peuvent considérer ça comme étant une tribune accordée à Tariq Ramadan pour défendre et pour clamer son innocence. Je pense que ça a été très compliqué effectivement pour lui de mener cette interview du début à la fin. Mais vous savez comment ça se passe, et de faire ce choix. Vous savez comment ça se passe? Vous avez des coups de fil en haut lieu, d'accord, dans les cabinets ministériels, qui appellent le patron de la chaîne pour faire des remontrances. Voilà. Et après, on essaye de faire des petits coups de pression pour essayer d'annuler le rendez-vous. Mais je suis certain que... Et ça, c'est sûr et certain qu'il y a eu. Non, mais le patron de BFM a dû appeler en haut lieu pour demander s'il pouvait recevoir Tariq Ramadan. Peut-être aussi. Mais en tout cas, tout est retombé, j'allais dire, la pression sur Bourdin. Fais attention à ce que tu fais. Tu vas être scruté de près. Ne le laisse pas non plus en roue libre. Pression. Voilà. Alors justement, autre moment. Plusieurs moments, il y en a eu très intéressants. Et dans cette interview, notamment le moment où Tariq Ramadan dit être victime d'un traquenard. C'est ce qu'il a dit ce matin, écoutez. Votre pouvoir, Tariq Ramadan, parce que les plaignantes sont des femmes fragiles, vulnérables. Tariq Ramadan. Mais monsieur, oui. Je viens de vous parler. Ce sont des menteuses. Ce sont des menteuses. Monsieur. Mais elles se multiplient. Non, mais elles se multiplient, les menteuses. Oui, parce que monsieur, mais parce que elles se connaissent d'abord. Donc un complot. Vous êtes victime d'un complot. Je suis victime d'un traquenard, monsieur. D'un traquenard. Et c'est la différence d'un complot. Moi, j'ai jamais parlé d'un complot. Écoutez-moi bien. Un certain nombre de femmes qui se connaissent, qui changent leur version 4 fois. Je viens de vous parler d'une personne qui dit qu'elle veut me tendre un piège avant de me rencontrer. Elle est sous influence ou elle est planificatrice? Attendez. Madame Ndayari, dont nous n'avons pas parlé, elle se souvient pas du lieu, elle ne se souvient pas de l'heure. Elle est arrivée à Paris. Attendez, elle est arrivée à Paris. Oui. Elle dit qu'il pleuvait alors qu'il faisait beau. Ne laissez pas parler. C'est ça le problème, c'est qu'il ne laissait pas parler. C'est qu'il pose des questions, il en repose une autre derrière. Ça, c'est une méthode qu'on connaît dans le milieu, Audrey. Bah oui. Pour déstabiliser un peu. C'est vieux comme le monde. Voilà. Tu ne laisses pas t'exprimer la personne, tu le laisses pas et je pense que comment dirais-je, la consigne a été: ok, tu le reçois, mais tu le laisses pas en roue libre. Tu ne le laisses pas en roue libre. Et le meilleur, c'est pour la fin. Ce grand moment durant cette interview où Tariq Ramadan présente ses excuses à ceux de la communauté qu'il a pu évidemment choquer. Écoutez ce moment et surtout la fin qui a conclu d'ailleurs l'interview où il fait un parallèle avec l'affaire Dreyfus. La religion, elle est un espace et un cheminement pour être meilleur. Moi, j'ai fait mon examen de conscience. Et à ceux que j'ai déçus dans la communauté musulmane, je leur présente mes excuses parce que c'est ce que je dois faire. Mais en l'occurrence, il y a ceux qui me soutiennent aussi, ceux qui sont... Dieu vous punit? De quoi? Vous a puni de vos actes? Dieu m'a rappelé à moi-même, et le livre traduit ce travail d'introspection que j'ai fait pendant tout ce temps-là. Donc, j'ai des excuses à présenter, c'est vrai. Il y a aussi une lutte. À ma famille, d'abord, à Dieu, à ma famille. Qui vous a soutenu. Qui vous a soutenu. À tous ceux qui, dans la communauté musulmane, ont pu être déçus, et je le fais, je m'en excuse. Et puis, à côté de ceci, il y a un autre combat. Il y a le combat pour l'innocence. Parce que si on peut avoir des défaillances morales, ça ne veut pas dire qu'on est coupable.
Voilà. Alors ça c'était le moment donc concernant donc le fait qu'il présente ses excuses. Je me suis un peu trompé d'ailleurs, puisque la fin la voici. Lorsque Bourdin lui demande est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous seriez prêt à pardonner à vos accusatrices, y compris même si vous êtes condamné. Vous pardonnez, c'est le message, le pardon de l'islam. Est-ce que vous pardonnez à ces jeunes femmes plaignantes qui vous accusent? Aux femmes qui mentent et qui sont prêtes, et qui sont prêtes à envoyer en prison un homme pour 20 ans sur la base de mensonges. Là, il y aura justice. Vous pardonnez ou pas? Je ne lâcherai rien. Non. Vous êtes capable ou pas de leur pardonner? Quand justice, vous savez, vous qui défendez le pardon, est-ce que vous êtes capable de leur pardonner? Je suis capable de pardonner quand elles ont payé la dette de justice. Elles payeront la dette de justice, je l'espère. Nous verrons ce que décidera la justice. Alors, simplement, elles ont menti. Vous savez, même, on m'a dit aujourd'hui, parce que vous avez fait des effets d'annonce aussi par rapport à la justice, par rapport à la plaignante suisse. Ça fait 10 ans qu'elle est en contact avec la plaignante Française Christelle. Tout ça, elles se connaissent, elles changent leur version. Donc, si vous voulez... Non, mais ça, c'est important. Donc, à un moment donné... Vous n'arrivez pas à pardonner. Mais vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'arrivez pas à m'écouter. Vous n'arrivez pas à m'écouter. Vous l'avez déjà dit. Mais non. Les liens, vous avez raconté les liens entre la plaignante suisse et Christelle. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous faites preuve en public d'une surdité, Monsieur Bourdin, parce que je viens de vous dire une chose. Quand la justice sera faite, j'aurai les moyens de pardonner. La justice, on est d'accord. Mais je ne pardonne. Vous savez, la justice. Moi, si on vous vole votre vélo et qu'avant de vous le rendre, on vous demande de pardonner, vous êtes stupide. Je vous dis quand pas une ça, femme ment, attendez, je vous dis aujourd'hui. Je vous dis. Je serais capable. Est-ce que vous serez capable de leur pardonner? Mais bien sûr. Même si vous êtes condamné à 20 ans de prison. Non, mais je ne serai pas condamné à 20 ans de prison. Je serai capable. La justice dira. La justice dira, parce que le dossier aujourd'hui, je vous le dis, écoutez-moi bien. La brigade criminelle vous dit aujourd'hui, arrivant aux conclusions qui sont les miennes depuis le début, que les femmes ont menti. Les 3 femmes ont menti. C'est clair? Et donc à partir de ce moment-là, quand elles ont menti, il faudra que justice soit faite. Qu'on vienne aujourd'hui me dire, l'emprise et tout ceci, basé sur rien, parce qu'au bout du compte, ce que l'on voit, c'est que sur cette emprise, c'était elle qui manipulait et c'est elle qui planifiait. Eh bien, à partir de ce moment-là, mon pardon sera donné quand justice sera faite. Moi, j'ai des excuses à faire à des personnes, j'ai des remerciements à faire à tous ceux qui m'ont soutenu, et j'aimerais que vous entendiez que ce livre que j'ai écrit, il n'est pas simplement sur ces faits-là, c'est l'histoire d'un cheminement d'un homme qui est aussi humain que vous, et que dans ce pays, on a diabolisé et déshumanisé. Vous avez déshumanisé un homme, et rappelez-vous, la France de 97, unanimement contre Dreyfus, avait tort. Ça, c'était les derniers mots de Ramadan ce matin. Faire le parallèle avec l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, je tiens à rappeler, et on l'a mis d'ailleurs en ligne sur le Facebook du Grand Forum et le Twitter du Grand Forum, l'avis tranché qu'avait fait Tarek Mami, Tarek Mami au début de l'affaire Ramadan, qui lui déjà faisait ce parallèle avec l'affaire Dreyfus. Allez le réécouter, vous allez voir, ça prend tout son sens. Un petit commentaire rapide sur ces extraits qu'on va écouter de cette interview ce matin, Abdeslam. On l'entend quand même amoindri. Moi, j'ai vu, il avait pas une très bonne mine, et il faut savoir qu'il était malade à l'hôpital, et manifestement ça n'avait pas beaucoup aidé. Non, juste dire que en effet il a été empêché à plusieurs reprises, et quoi de plus frustrant que d'arriver dans un média. Alors ça m'est déjà arrivé ailleurs, jamais ici, mais j'espère bien, monsieur Ita, non mais je dis les choses, mais d'arriver à vouloir expliquer, je vais faire mon bourdin, moi. Je vais pas vous laisser finir, et d'être bousculé. Alors là, j'ai l'habitude, tu peux y aller. Mais et d'être bousculé, et qu'on ne te laisse pas aller au bout de ton propos et développer les choses, et on voit bien en cascade, vous êtes pour la charia, vous êtes pour ceci, vous êtes pour cela, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le débat. Donc voilà, il a eu au moins le rapport avec l'affaire Dreyfus. C'était un homme qui avait été condamné. Oui, ça on se souvient de l'affaire de Dreyfus, mais est-ce qu'il a raison de le faire, ce parallèle? C'est son droit. C'est son droit, mais je pense que les histoires ne sont pas les mêmes, les circonstances ne sont pas les mêmes, et les époques ne le sont pas. Donc, oui, d'accord. Bon, il le fait. Prenons référence. Moi, à je l'aurais pas fait. Connu dans l'histoire. Bon, d'accord. Audrey.
Bah oui, qu'est-ce que je pourrais rajouter de ton avis plus? Non, mon avis c'est qu'effectivement, ce qui m'a frappé, c'était que sa diction n'était plus la même. Il a gardé quand même une très bonne rhétorique, je trouve. Ouais. D'ailleurs, je l'ai trouvé assez convaincant dans ses arguments, en tout cas. Après, encore une fois, moi je suis pas juge et je suis pas en train de ni le défendre ni de dire qu'il est innocent ni coupable. Hein. J'ai juste regardé une interview d'une personne qui a été acculée, qui s'exprime pour la première fois, qui aujourd'hui est habituée en plus à s'exprimer dans les médias et là il se retrouve du mauvais côté, hein, on va dire, et voilà, ça doit être dur quand même, juste humainement, hein. Humainement c'est clair, mais de toute façon on s'y attendait un petit peu et je pense que tous les auditeurs c'est la première chose qu'on a voulu voir, c'est dans quel état il était, je pense. Après je suis pas dans la tête des gens, mais voilà. Sabrina. Donc oui, c'est très difficile vraiment de... Oui, je vous sens mal à l'aise quand même, hein. Oui, vous êtes aussi mal à l'aise que Bourdin ce matin, finalement. Oui, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les violences faites aux femmes, effectivement, c'est des violences qui sont subies au quotidien. Oui. Et franchement, tant qu'on n'a pas un éclairage de la justice sur cette affaire, c'est très difficile d'avoir de... Oui, mais il est encore présumé innocent. Il est présumé innocent, bien évidemment, mais c'est toute la difficulté de ce dossier. Mais bien sûr, moi je m'y attache et c'est pour ça que je dis qu'il faut tenir compte des deux points de vue. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement, moi je trouve que on a quand même le sentiment, on a le sentiment que c'est un homme qui est quand même affaibli, amoindri. Oui. C'est pas le Tariq Ramadan qu'on a pu connaître, qui faisait ses conférences et qui voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'il a vécu une période extrêmement difficile et ça se comprend. Ouais. Ça se comprend dans les deux cas de figure, qu'il soit coupable ou innocent. De toute façon, c'est une séquence très difficile à vivre pour lui. Encore plus si effectivement il est innocent et qu'il a été accusé de manière injuste par rapport à ce qu'on lui reproche. Mais je pense que de l'autre côté, les femmes aujourd'hui qui ont porté plainte contre lui, c'est la même chose. Ça doit être très difficile pour elle aussi. Il a dû bien se préparer psychologiquement aussi. Est-ce que vous lui conseillez, en un mot s'il vous plaît, est-ce que vous lui conseillez de continuer une tournée médiatique pour promotionner son livre ? Oui, non ? Moi très sincèrement, je trouve que si, en tout cas au final, il est déclaré coupable. Non mais attendez, Sabrina, ne brûlez pas les étapes. Non mais je brûle pas les étapes, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, moi je trouve que faire la promotion d'un livre sur des faits, c'est très difficile. Voilà. Moi je le ferai pas. Ça veut dire que lui il s'en est pris plein la gueule pendant plusieurs mois et que lui il n'a pas le droit de répondre. Il l'a fait. Et... Non mais d'accord, mais est-ce qu'il peut encore le faire au travers d'une promotion d'un livre justement ? Il a perdu en crédibilité. La rareté pourrait augmenter justement le fait qu'il pourrait être plus crédible. Donc je pense que, en tout cas, tu me demandes mon avis, je pense qu'il en aura pas forcément besoin. Ouais. Monsieur il l'a fait une fois. Voilà. Et voilà. Monsieur le Président, il doit arrêter ou doit continuer sa tournée ? Il est libre de la continuer, mais de toute façon. Comment je te dis au centre, mais son nom est porteur. Moi, je regardais cette vidéo justement de cette interview qui est sur YouTube. Je te coupe la parole parce que j'ai la pub. 37 000 vues en une matinée. Je pense qu'il n'a pas besoin de faire la tournée. Ouais. Bon, c'est BFM qui a récolté le bail. Excusez-moi, pour moi, ça suffit pour les gens qui l'a déçu et. Très bien. Ok. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 et ça fait débat. Un jour, il faudrait vraiment qu'on le fasse, hein. Vraiment un zapping de tout ce que peut faire en antenne. Et croyez-moi qu'il y en a qui seraient très mal, hein. N'est-ce pas? À transformer des propos et tout ça, hein? Hein? Non, là, on s'est tous regardés. On s'est dit mince. Personne n'a fait ça, évidemment. Bien évidemment. Audrey Pronosti, journaliste, est avec nous. Sabrina Sebaï, élue écolo. Europe Éco des Gilets Verts à Ivry, Monsieur Abdeslamitache, élu Modem dans 93. Je vous parlais de cette opération du week-end de la générosité que on a lancé tout à l'heure avec France Maghreb 2 et l'association humanitaire. Nous sommes avec Monsieur le directeur Mouloud Bouzidi, le directeur d'humanitaire. Bonjour Mouloud. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Comment ça va Mouloud? Ça va très bien. On rappelle, ces opérations de générosité, on va mieux. Exactement, alors on rappelle effectivement de quoi il s'agit, c'est très simple, écoutez bien monsieur le directeur, il va vous expliquer en quoi ça consiste, et on a vraiment besoin de nous, alors pas nous, mais les enfants de Gaza ont besoin de vous Mouloud. Toujours, malheureusement cette tragédie ne se termine pas. Je rappelle juste que notre action est très bénéfique pour eux, et ils remercient tous les auditeurs, les auditrices qui ont fait un geste, quel que soit le geste. Ça peut être une invocation, ça peut être un rappel, ça peut être parler d'eux, ça peut être penser à eux.
Et ça peut être aussi ce geste de mettre la main à la poche et de soutenir une de nos actions. Avec beaucoup de réussite, nous avons réalisé le projet Ramadan, le projet aide alimentaire d'Al-Adha aussi, très, ça fait pas longtemps. Et la rentrée scolaire, pour nous, c'est un symbole d'espoir et d'espérance. Donc, cette population palestinienne qui souffre énormément depuis ces dernières années des attaques qu'on connaît tous, hein, on rappelle 2008, 2012, 2014, et cette situation très difficile dans laquelle les familles palestiniennes ne trouvent pas les moyens des fois même pour nourrir leurs enfants. Donc on est dans l'obligation de venir à leur aide, donc on doit les aider. On peut pas rester comme ça, on peut pas dire nous ça va très bien en France, heureusement pour nous tous ça va très bien, et je suis un parent d'enfants qui vont à l'école, qui sont très contents avec cette rentrée. Eh ben je dis à tous les papas, toutes les mamans, que à Gaza par exemple, il y a des classes qui contiennent des sièges vides parce qu'un enfant scolarisé a quitté la vie parce qu'il était malade, parce qu'il a été touché, parce que il y a plein de choses. Mais je rappelle aussi que certains enfants rentrent à l'école sans article scolaire, sans cartable peut-être, sans blouson, et attendent cette aide qui arrive. Donc même si la rentrée était déjà effectuée, l'aide elle est toujours là et la nécessité elle est toujours là. Donc cette année, heureusement, nous avons devancé un peu les choses. Nous avons débloqué 30 000 euros pour 1200 kits à 25 euros. Donc c'est des articles scolaires, des cartables, des blousons qu'on distribue aux enfants nécessiteux. Et il n'y a que la générosité de ceux qui nous écoutent, qui nous entendent et qui pensent sérieusement à ces enfants. Ouais. Il n'y a que leur aide qui va vraiment leur donner une bulle d'espoir et d'espérance. On le rappelle, hein, tout au long de ce week-end, le week-end de la générosité, avec France Maghreb 2 humanitaire. Je rappelle donc le site pour aller participer à cette opération. Un cartable, un avenir, c'est le titre de l'opération en cours, pour permettre avec 25 euros d'offrir un kit scolaire pour un enfant de Gaza pour la rentrée scolaire. Cela comprend le cartable tout neuf, ainsi que l'uniforme, parce que c'est indispensable et obligatoire dans les écoles à Gaza, et les fournitures scolaires, donc de quoi redonner finalement un sourire. 25 euros, c'est évidemment bien moins que ce que ça peut nous coûter pour nos enfants pour la rentrée scolaire ici en France. Ça peut faire plaisir à un enfant, donc n'hésitez pas, on rappelle l'objectif, 1200 enfants à aider du côté de Gaza pour cette opération humanitaire. www.h-terre comme la terre.org. Le numéro de téléphone 01 55 268 268. Est-ce que ça s'est un peu mobilisé, Mouloud, rapidement avant de vous retrouver tout à l'heure? Nous avons notre équipe de services donateurs avec Abdelkarim que tu connais très bien. Donc à chaque opération, c'est lui qui chapeaute un peu les bénévoles qui viennent à notre aide. Ouais. Donc toute l'équipe est là et à l'écoute, et normalement ça ira très bien. D'accord, on compte sur vous en tout cas, et on refait un point tout à l'heure avec mon ami Medjahed. Merci beaucoup Mouloud Bouzidi. Un grand merci à toi aussi Christophe, et à tous ceux qui sont avec toi. Allez, sortez le chéquier, sortez la carte bleue, c'est le moment. On participe à ce week-end de la générosité. C'est pour la bonne cause, c'est pour Gaza, hein, quand même. Bon, Karima Perroni nous a rejoint. Bonjour. Je voudrais qu'on l'accueille comme il se doit, s'il vous plaît. Allez, ils sont les youyou. Je sais pas, Abdeslamitash. Allez, applaudis. Voilà. Alors, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que franchement, Karima nous a fait un travail extraordinaire cette semaine. Oh là là, arrête, tu vas me faire rougir. Non mais, il faut le dire quand c'est bien. Hein, et c'est important. Elle nous a fait un travail extraordinaire parce que elle nous a couvert ce sujet ô combien important cette semaine, à savoir la violence faite aux femmes à l'occasion du lancement de ce Grenelle des féminicides. On rappelle, 101 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons. Ça, c'est un chiffre qui est extrêmement parlant. Je sais pas ce qu'en pense Audrey, aussi journaliste. Bien sûr, tu as écouté ce qui s'est passé sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, j'espère. Bah oui, mais bien sûr, mais surtout c'est que au-delà de ça, tu me demandes ce que j'en pense, mais c'est alarmant, Donc et je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, Karima. Là, bien sûr, c'est le Grenelle, mais bien évidemment que c'est un sujet il ne faut pas en parler
que pendant certaines périodes, parce que malheureusement, c'est un sujet qui concerne le quotidien. Donc voilà ce que ça me parle et je me sens démunie. Parce que certes, on en parle un petit peu plus. Il y a eu un peu plus de sensibilisation. Il y a eu une augmentation des nombres d'appels. Donc d'un côté, c'est alarmant, et d'un autre côté, on se dit que la communication, on est sur la bonne voie, exactement. Mais c'est aussi un très long processus, comme j'imagine que on l'a déjà abordé, avant qu'une femme fasse le geste d'appeler. Faut déjà qu'elle accepte le fait d'être une victime, d'accepter et d'imaginer qu'il puisse y avoir des solutions, et de se dire qu'il y a la possibilité de s'en sortir. Donc oui, c'est un très très long processus. Donc oui, moi ce que ça m'évoque, c'est que je me sens complètement démunie. Mais surtout ne pas baisser les bras. Donc je te rejoins. Bon, alors, on va accueillir notre invité. Jingle, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer? Je pense oui. Sincèrement, oui. C'est inacceptable. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi? Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme? Oui, d'une certaine façon. Que vous soyez victime ou témoin, Le 3919 numéro d'écoute nationale anonyme et gratuit vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des femmes battues, un sujet dont la presse fait largement écho depuis quelques semaines. Quand avez-vous décidé de le quitter, cet homme qui vous Il s'est trouvé, en fait ça s'est fait petit à petit, mais il s'est trouvé que le soir même où ça s'est passé, comme des amis étaient encore là, elles m'ont immédiatement emmené, parce que j'étais complètement KO, c'est le cas de le dire, elles m'ont emmené avec mon enfant. Le 3919 c'est un numéro vital. Bon, après m'avoir violée, il était presque gentil avec moi. Il essayait de dire sa vie sentimentale malheureuse, de misère, tout ça, et je voulais pas l'entendre, mais c'est évident que ça le déculpabilisait. Hein, comme s'il m'avait pas violée. Un violeur pense jamais qu'il viole. 3, 9, 19. Mobilisons-nous tous ensemble Pour faire connaître ce numéro. On connaît le verdict, 6 ans et 2 fois 4 ans de réclusion criminelle pour les violeurs. En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Le 3919. Je partage le 3919. 3919, un numéro qui peut sauver des vies. Karima, notre invité aujourd'hui pour cette dernière consacrée aux violences faites aux femmes, dernière évidemment de la semaine, certainement pas la dernière fois qu'on en parle. Non, j'espère pas. Oui, évidemment. Karima. Donc, notre invité? Alors, Nader Alami, il est au téléphone? Il est au téléphone, bien sûr. Attends, on est réactif quand même. Pas, je l'entends pas. Attendez, voilà, bonjour Nader. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Kalima, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio France Maghreb 2 et à tous vos invités. Alors présente-nous notre invité, cher Karima. Alors Nader, il a vraiment plusieurs fonctions. Moi je le connais en tant que surtout thérapeute et sexologue et puis il a aussi une formation d'historien, c'est bien ça Nader? Historien d'abord, psychosexologue juste après. Absolument. Voilà. Et alors la particularité de Nader, c'est qu'en fait il est psychosexologue, mais il s'adresse beaucoup dans ses propos à la communauté, et donc c'est vraiment intéressant parce qu'il brise de nombreux tabous et il parle de sexualité de façon décomplexée parce qu'il faut pas en faire un tabou, et la religion n'est pas antinomique avec les questions de sexualité. La religion encourage la sexualité, c'est bien plus important que ça. La religion encourage à la sexualité. Justement parce qu'on a envie de briser ces tabous, qu'on a envie de vous entendre, Nader, sur le sujet. Mais d'abord, faisons appel à l'historien. Donc en fait, au regard de l'histoire et des violences conjugales, quelle est la lecture que l'on peut en faire? Parce que finalement, on parle aujourd'hui de ce sujet, mais on sait très bien que c'est un sujet qui est malheureusement vieux comme le monde. Et en France, quelle est la réalité en fait des violences conjugales dans l'histoire? Kalima, vous avez absolument raison. En réalité, les historiens le savent, les violences faites aux femmes, on les découvre aujourd'hui comme si c'était nouveau. Ça n'est malheureusement pas nouveau. Il faut savoir, par exemple, et je donnerai juste cet exemple, c'est jusqu'à Napoléon et peut-être même après, un homme avait le droit, je dis bien le droit, de tuer une femme si elle était prise
pouvait-il dire, en flagrant délit d'adultère. Je répète, il avait le droit, lui, pas de passer par la justice, etc. Il avait le droit de tuer sa femme. D'accord ? Donc, avoir le droit de tuer sa femme, c'est encourager. Vous savez, quand on donne permission à quelqu'un de faire quelque chose, c'est aussi une façon de l'encourager à faire cette chose-là. Parce que, faudra qu'on m'explique, moi, comment on peut, très souvent, prendre en flagrant délit quelqu'un, d'adultère, et, on peut pas être à l'abri de soupçons d'adultère, de vouloir, en fait, se débarrasser de sa femme, parce que je rappelle qu'à l'époque, nous sommes aussi dans une ère culturelle où le divorce, la séparation est tout à fait interdite. Donc, si on veut refaire sa vie, il faut trouver le moyen de se débarrasser de la personne avec qui on est, d'un côté comme de l'autre. Hein. Débarrasser, Nader Alami, le terme est peut-être. Donc en fait, c'est presque un héritage de la société patriarcale en fait que l'on essaye de combattre aujourd'hui à travers les débats qui sont menés. Karima, c'est absolument ça. On ne change pas des mentalités aussi. On ne change pas un héritage très très facilement en faisant simplement des lois. Alors, maintenant que cela est dit, donc ça c'est la partie historique. Ce qui me désole, moi, ce qui me navre et ce qui m'inquiète, parce que moi, j'avoue que je suis très en colère, moi, à chaque fois. On parle de femmes qui sont tuées. C'est quand même extraordinaire. Des gens dont on prend la vie. Désolé, Nader, expliquez-nous. Des gens dont on prend la vie, ici en l'occurrence des femmes, parce qu'il y a une dispute, parce que machin, etc., etc. Alors qu'il y a plein de façons de régler une dispute. On peut se séparer. Bref, des femmes sont tuées. Mais ce qui me désole, ce qui me navre et ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on ne fait pas, justement, pour enrayer cela. Les discours, on les entend. Les condamnations, on les entend. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui est fait de manière constructive, n'est-ce pas, pour enrayer cet héritage affreux? Rien du tout. Aux mentalités, mais comment est-ce qu'on touche aux mentalités? Moi, j'ai envie, par exemple, qu'on s'adresse aux communautés. Alors, comme on est sur France Maghreb 2, on peut pas faire semblant de ne pas parler de la communauté maghrébine. Est-ce que le sujet de la violence, ou en tout cas de cet héritage patriarcal ou presque des fois de soumission, est-ce que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les couples que vous rencontrez? Est-ce que vous entendez des fois des discours de femmes qui à demi-mot ont des automatismes hérités de ces sociétés un petit peu ancestrales? C'est beaucoup plus. Vous savez, franchement, hein, je vais vous dire, c'est pas spécifique à la communauté musulmane, ça. Hein. Pas du tout. Hein. Ouais. Pas du tout. Ce serait une fausse route qu'on prendrait. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir la nationalité et la culture de toutes ces femmes qui sont malheureusement victimes des violences qui leur ont coûté la vie. Dans le Coran, il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, mais dans le Coran, il y a écrit qu'on pouvait, sous certaines dispositions, frapper une femme avec un terme qui est employé. Mais ça, je l'entends très souvent dans les gens de la communauté musulmane. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Karima, à chacun sa lecture du Coran, n'est-ce pas? Qu'on m'explique pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait tout pouvoir, n'a jamais levé sa main sur une femme. Il faut plus que le rappeler, c'est important. Il n'y a pas un hadith, il n'y a pas une mention, quelle qu'elle soit, qui dit que le prophète Mohammed a levé sa main, a été violent, même verbalement, avec une femme, quelle qu'elle soit. Je vous donne un exemple. On parlait d'adultère tout à l'heure. Ceux qui lisent le Coran, ceux qui lisent la tradition, savent l'histoire qu'il y a eu, la rumeur selon laquelle Aïcha avait commis un adultère avec un personnage. Et il y a eu fort soupçon que cet adultère était commis. Certes, vos auditeurs, vos auditrices, pour certains, connaissent cette histoire. Ouais. D'accord, et donc il n'y a pas eu de représailles corporelles sur cet événement. Quelle a été l'attitude du prophète? Est-ce qu'il l'a frappé? Non. Est-ce qu'il l'a rejeté? Alors, il s'est plus adressé à elle pendant un certain temps, oui. Mais est-ce qu'il y a eu violence? Si jamais il y avait eu violence, personne ne se serait opposé au prophète. Or, aucune source nous indique qu'il y a eu violence. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Des versets tombent, et innocente, mais pas bien après, hein.
innocente, Aïcha. Et qu'est-ce qui se passe? Il est fait mention dans le Coran que pour accuser quelqu'un d'adultère, il faut qu'il y ait plusieurs témoins qui voient le sexe de l'homme dans le sexe de la femme et témoignent devant un juge. Ouais, ce qui est vraiment très compliqué, vous me l'accorderez. Ce qui est vraiment bien compliqué, vous avez raison. Et qu'est-ce qu'il en est, Nader? J'ai besoin d'entendre aussi votre regard. Qu'est-ce qu'il en est du fait que on dit souvent que la femme doit obéissance, ce terme est employé, obéissance à l'homme ou bien à son père, en tout cas à toute instance masculine. Là, moi, je pense que le patriarcat s'exprime. De Paul dans la Bible, Kalima. Vous me parlez de. Mais non, mais je suis pas en train de comparer. Je suis pas en train de dire que la Bible est mieux ou pas, mais j'ai besoin nous de comprendre. Quand on est dans une communauté. Où est-ce que nous évoluons, Kalima? Où est-ce que nous évoluons? Si vous oubliez que nous évoluons aussi dans un environnement qui hérite de la tradition de Paul, qui dit que si une femme n'obéit pas à son homme, il faut lui raser la tête, n'est-ce pas? Qui ensuite, une femme prise en flagrant délit d'adultère, il faut la tuer. On est où là? On vit pas en Arabie Saoudite, hein, on vit en France. Puis surtout en Arabie Saoudite, ça a un peu évolué aussi, les mentalités, hein. Oui, mais à la limite, on s'en fout de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Quand chez nous-mêmes, attention, hein, respect aux femmes saoudiennes, elles aussi, mais quand chez nous-mêmes, il se passe ce qui se passe, j'ai entendu un chiffre qui m'a fait bondir, on me parle de près de 100 femmes cette année. 101, Nader. 101 femmes cette année qui ont été tuées sous les coups de leurs compagnons. Une femme doit obéir à son mari. Est-ce qu'une femme doit obéir à son mari aujourd'hui? Est-ce qu'une femme doit obéir? Est-ce qu'une femme, si elle est dans la pratique de la religion, est-ce qu'elle doit obéir? Ce mot obéir inclut en fait une soumission. Et ça, c'est cette lecture-là qui peut être aussi problématique parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent oui, mais finalement, je lui dois obéissance. Il sait mieux que moi. Elles sont déjà infantilisées en fait déjà dans le couple. Kalima. Est-ce que c'est bien sérieux ça? Est-ce qu'une femme aujourd'hui obéit à son mari? Très franchement. Ah oui. Il y en a, Nader. Et la soumission, elle commence par là, et l'asservissement commence aussi par là. D'accord. Ça, c'est moi ce que je vois dans mon cabinet, c'est parfois des femmes qui obéissent à leur mari, et parfois des hommes qui obéissent à leur femme. Oui. C'est mon cas. Je l'avoue. À la maison, c'est elle la patronne, c'est pas moi. Des hommes se plaindre de violence. Ouais. Non, mais on rigole, mais. Là, on est en train de parler des femmes. De notre travail, Kalima. La réalité de notre travail, parce que c'est pour ça que ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on ne veut toujours pas parler de ce dont il faut parler, à savoir rééduquer et nos garçons et nos filles à l'amour. L'amour, on en a parlé hier. Qui nous apprend l'amour aujourd'hui? Où est-ce qu'on nous apprend l'amour aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous apprend la concurrence entre les hommes et les femmes. Or, la concurrence engendre la haine. La concurrence engendre la haine, laquelle engendre parfois à l'extrême le meurtre. Ouais. Vous comprenez? Nous ne parlons plus d'amour. Ouais. Et moi, je voudrais qu'on parle d'amour. Nous fondons avec mon équipe la nouvelle école de l'amour et du couple. Ah oui. Je répète, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et ce mot amour n'a jamais autant dévoyé. Vous parlez d'amour, vous passez pour un guignol. Non mais et ensuite on s'étonne. Nader, tu reviens quand tu veux à la maison ici. France Maghreb 2, c'est chez toi, mon pote. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci, mon Nader. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs, Nader Alami. Nader Alami. À bientôt. On se souvient. Pardon, attends, reste avec moi 2 secondes. Je vais faire un petit point avec toi. On se souvient que tu avais été attaqué dans cette émission. T'as toujours eu la parole pour t'exprimer, pour accorder ton droit de réponse. Voilà. Bon. Nader, où est-ce qu'on vous retrouve? Nader, où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux et tout ça? Vas-y, balance ta pub, Nader. Alors, Kalima Christophe, merci de me relancer là-dessus. Alors, demain, par exemple, je donne une formation à l'IBTS Clichy, à Clichy, qui s'appelle Complémentarité et complétude dans le couple. Ouais. Donc, réapprendre un petit peu à savoir, non pas simplement quelle personne je veux, mais quelle personne aussi il me faut. Il me faut, n'est-ce pas? On me retrouve à travers mes livres, 19 thèmes sur la sexualité des musulmans ou Sex and the Muslim en anglais et bientôt la 2e révolution sexuelle. On me retrouve pour la nouvelle école de l'amour et du mariage et bien sûr le groupe C'est Libérez-vous qui s'adresse, comme son nom l'indique, donc Libérez-vous du célibat. Libérez-vous du célibat. Donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle C'est Libérez-vous. Et le grand souci que moi je mets en avant, et je terminerai là-dessus, c'est
l'amour. On l'a bien compris. Tu es un lover, mon cher Nader. Merci, mon Nader. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Nader, un ami, un grand ami de la maison, en tout cas de moi. Un dernier petit mot vraiment très rapide pour conclure cette semaine spéciale, ma chère Karima. Ça va? Ça s'est bien passé? Oh bah oui, bien sûr. Après, c'est pas moi. Enfin, moi, ça doit pas bien se passer, mais moi, T'as pu faire passer le message. J'espère en tout cas. Et après, c'est aussi une semaine difficile parce que c'est vrai que on en a parlé tous les jours et du coup, comme je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, ces femmes me hantent. Je pense à elles tous les jours. Je pense à leurs enfants, à leurs familles, à leurs parents. Je regarde énormément de vidéos en ce moment. Partagez-les ces vidéos sur les réseaux sociaux. Exact. On n'est pas, je veux dire, nous, on a de la chance, on est sur un média, mais en fait, même n'importe quel citoyen peut aujourd'hui, que notre smartphone nous serve en fait à quelque chose autre qu'à scroller les célébrités, mais vraiment faites le relais. On n'est jamais assez parce qu'on ne sait pas qui va regarder la photo, qui peut avoir un déclic. Des fois, c'est une parole, une image qui peut être un déclic et peut-être sauver une vie. Donc faites-le. Tout le monde a ce pouvoir entre les mains. Merci Karima, en tout cas, ne bouge pas. Je ne bouge pas. Il y a un petit quiz. Il est où le patron? Il est là. Il est là le patron. Arrêtez de lui dire. Bah oui, mais attendez, c'est le patron du quiz, pardon. Jusqu'à présent, je crois qu'il a fait les comptes. D'ailleurs, on fera le point dans un instant, Abdeslam. On a 2 semaines. On a 2 semaines de rentrée. Il a fait un tableau. Il a fait les choses bien, notre ami Itache. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, ça essaye de me corrompre, mais ça n'y arrivera pas, évidemment. Autour de cette table, Audrey Pronosti, journaliste, Karima Perroni, journaliste également, Sabrina Sebaï, élue du côté de Ivry, élu Europe Écologie Vert, et Monsieur Abdeslam Itache qui est élu Modem cette fois-ci. Karima, juste avant le quiz, un mot sur les rencontres des podcasts de Kari. Oui, merci. Alors le 19 septembre. Exactement. Donc le 19 septembre, j'organise un événement au féminin comme tous les mois qui s'appelle les Rencontres de Kari. Et donc le 19 septembre à 18h30, il y a cet événement qui s'adresse à l'estime de soi au féminin. Et donc la billetterie c'est sur Eventbrite ou sur mon Facebook les podcasts de Kari, où vous tapez tout simplement les rencontres de Kari sur internet et puis vous aurez la billetterie. Instagram aussi. Ouais, elle est très active sur Instagram. J'essaye un petit peu. Karima. Bon, je suis pas non plus une influenceuse. Hein. Ouais, ça va devenir, t'inquiète. Ça va devenir, t'inquiète. On loupe pas ça et puis on te repassera un coup de fil. J'espère que tu vas revenir nous voir. Si tu ne reviens pas, je te passerai un coup de fil, t'inquiète. À chaque fois qu'il y aura un sujet de femme, je viens. Ah ouais? Ah d'accord, tu me tends une perche donc. Hein. Si je veux te faire venir, je sais comment faire. Exactement. La semaine prochaine, on va parler du cannabis. Ça t'intéresse moins là. Ah, bon. Pour ou contre la dépénalisation ou la légalisation du cannabis, c'est le sujet qu'on va évoquer ensemble parce que c'est un sujet de société très important et ça a fait débat au sein même de l'équipe cette semaine. D'ailleurs, on les arrêtait plus jusqu'à 1h du matin. C'est des fous les mecs. Ça débattait. Donc on va en parler avec vous au 01 40 33 9 000 parce que le LGF ça se poursuit même au-delà de l'émission en 18h. Bon alors maintenant c'est le quiz. Abdeslam Itache, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ces 2 premières semaines? Alors attends, j'étais plus sur le tableau. Oui. Alors, excuse-moi, je l'ouvre tout de suite. Ou alors tu nous le ferais après le quiz alors. Ouais, après. Vas-y, ok, parce que sinon on va perdre ton temps. Ça je le réactualiserai. Moi je croyais qu'il connaissait carrément par cœur. Hein. Alors, je rappelle les règles, elles sont très importantes et on ne évidemment ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire vous répondez bien avant bien après la fin de ma question, sinon j'enlève le point. C'est clair, c'est net, c'est précis. On y va, première question. Des questions qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre. En 1991, Leningrad reprend son ancien nom. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est une bonne réponse. Et pourtant j'ai posé la question. Si, je l'ai terminé. Je l'ai bâclé, je te l'accorde. Leningrad reprend son ancien nom, Saint-Pétersbourg. Premier bon point de Abdeslam Itache. Les filles, il faut se réveiller, attention. On boycotte pas, attention. Deuxième question, on est en 1990. J'ai pas fini la question. En France, la chasse de quel animal est interdite dans les Pyrénées? Le renard, le loup? Non. La belette? Non. Comment? L'ours. L'ours. Bonne réponse, monsieur Itache. L'ours a effectivement interdit de le chasser, c'était en 90 dans les Pyrénées. 2-0 D'ailleurs, partout. c'était pas dans les années 92, il y avait le film L'ours. Vous connaissez ce film? Oui, de Jean-Jacques Hano. Ah mon dieu, il est magnifique. Ouais, il est super. Tu vois que t'as de la culture. Ouais, tu vois quand tu veux. Calmez-vous. Hein. Bon. Troisième question. 1995. Lancement en France d'un prêt pour le logement, lequel? Le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro est une très bonne réponse, monsieur Itache.
3-0. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a rien à dire, là. Audrey, rebelle-toi. Sors de mon corps. Il y a rien à dire. Il vous labine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. C'est le patron. Mais là, je vais me fâcher. Non, là, mais vraiment. les questions, elles sont ringardes, t'as raison, Audrey. Comment ça, son regard? Bon. Mais nous, on n'est pas propriétaires, c'est pour ça qu'on Mais on avait 2 ans en 90, attends. Oh là là là. Bon, 4e question. Ça va être un peu plus facile. Tiens, et Audrey, si tu me réponds pas à celle-là, je te parle plus. Ah, la pression. Je cherche un chanteur ténor italien mort en 2007. Pavarotti. Pavarotti! Yes! Mais non, j'allais dire. Non, mais non, moi je veux plus jouer avec. Mais c'est une question de rapidité en fait. Bah évidemment. On les a, évidemment. les réponses. Pavarotti. Plus j'allais le dire. Attends, tu veux pas nous Non, poser mais une question et Ça Abdel, il a suffit. pas le droit de répondre. On n'est pas à l'école. Juste une question pour nous. Oui, d'accord, à la fin. D'accord? Pour l'instant, on finit le questionnaire. Mais il y a l'atterrage à la fin. 5e et dernière question. Je cherche un humoriste, acteur et chanteur français mort en Coluche. 2009. Non. Ah, 2009. mince. 2009. 2009. Pour info, il a été l'un des plus anciens prestataires de l'émission Les Grosses Têtes. Bouvard. Non, bah non. Sim. Sim. Ah, Ouais. bravo. Elle l'a fait. Sabrina. Bravo. Si on est tellement contente que ce soit pas Abdel. Sim. Et oui, Sim, qui a été. Vous savez que l'émission a commencé en 1978, Les Grosses Têtes. Ah là là. Et il a rejoint Les Grosses Têtes en 80, Mais je en fait, crois. il est encore vivant, Bouvard, non? Tiens, j'ai une autre question juste pour le fun là, hein, juste pour le fun. Je cherche un chanteur qui a été évidemment l'un des grands ténors du groupe les Pink Floyd, né en 43. Roger Waters. Roger Waters, Bon, d'accord, magnifique. Pink Il y a Floyd. rien à Ok, dire. Mais là, je- Comment ça, Pink Floyd? Non, C'est mais pas n'importe possible. quoi. Il mérite. Écoutez Mais bien. mets-nous des Bah, World The Wall, ok, très bien, mais Il après- mérite la chanson Abdeslam et Moi, je Tâche. connais pas le nom Écoutez. du chanteur. Ah oui, quand même. On rappelle le score ou c'est pas utile? Voilà, on va, je crois que sinon on va. Abdeslam, on va combien? saigner du nez, Il a là. déjà 12 points. J'ai pas compté Pink Floyd. Oui, merci, c'est gentil. ouais, c'est c'est gentil. bien, ça C'est va très aller, gentil. je crois. Alors? Donc 12 pour moi, 7 pour Gamal, 7 pour Philippe, 2 pour Audrey, 2 pour Karima, 2 pour Nadir, 1 pour Sabrina, 2 pour Farid. Et 2 pour Fossé. Nickel. Et en nombre de victoires, j'ai 3 victoires. Ah voilà. Les autres, Ouais, voilà, c'est ça. Modestement. Merci. Allez. Merci à tous Je en pars en tout cas. vacances avec la coupe. Bah oui, tu pars en Ouais. vacances. Tu pars en T'es vacances. sûr? T'es sûr? En tout cas, vous aurez l'occasion peut-être de rattraper les scores parce qu'il part en vacances 2 semaines, il sera pas là. Enfin, en fait, on a oublié d'en parler. Ouais. C'est pas sûr que tu partes finalement, Ah non. parce qu'il avait réservé J'ai un pris billet Glazure. Voilà, voilà. Ah, la carotte. Il est dans la. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Aigle Azur effectivement annonce que dès ce soir, plus aucun vol Ouais. du côté en direction et en direction de la France, de l'Algérie. Ils ont déjà cessé tous les vols. Enfin, c'est la pagaille totale. Ouais. Il y a plein de gens de bloqués et Aigle Azur a 3 jours pour retrouver un repreneur. En attendant, bah, les gens sont sur le carreau et ne seront pas remboursés. Il n'y a Voilà. que les billets de retour qui sont remboursés. Pas sûr, hein, pas sûr. Ceux qui sont en Algérie, ils pourront et qui veulent revenir à Paris. C'est une honte qui est en train de se passer parce qu'il y a des gens qui sont En France. bloqués là-bas. Bien sûr. Et qui doivent Eh ben, c'est revenir. Et les billets d'avion hier, ils étaient à 250, 280 euros. Ils sont passés à plus de 500 euros aujourd'hui pour les retours. Alors il y a ça, mais C'est sinon dégueulasse. ils essaient quand même de trouver des tarifs préférentiels Ils ont pas avec des la assurances France. quand hein, tu si, fais un si, dépôt de quand bilan, même. t'as une Si, assurance. si, ils essayent. Ouais, mais il y a rien a priori. J'ai une carte bleue gold, ils m'ont annoncé que je pouvais pas être remboursé. Voilà. Donc voilà. Bah t'as qu'à pas avoir la gold en même temps. Bah ouais. Voilà. Je te dis. Je vais arrêter de la payer. Voilà, c'est ça. Bon, bonnes vacances quand même. Ah, ça t'aura coûté un bras, mais quand Reste même. avec nous, Abdeslam. Ah, tu vas en Alger? Ouais, bah, Ouais. je sais pas. Je sais pas. Là c'est la grande question. Merci beaucoup et sincèrement, fraternellement, ma chère Karima. Bah, merci à Pour ton toi application. de m'avoir fait confiance surtout. Bah, évidemment, tu fais partie de la maison. Sabrina, merci beaucoup, ma Sabrina. À la semaine prochaine, tu reviens. Je veux te voir. Audrey, pareil. Merci, bah oui, bien entendu. Dans un instant, l'excellent Medjed sur France Maghreb 2 pour vous ambiancer. On n'oublie pas le week-end de la générosité. Le numéro de téléphone 01 55 268 268. Le site h-terre comme la terre.org pour aider les enfants de Gaza. Bonne soirée. 18h01, le rappel de l'actu. Bonsoir. Bonsoir. Le parquet de Paris fait appel du non-lieu général pour Airbus et Air France dans l'enquête sur le crash du Rio-Paris. Les juges n'avaient pas suivi les réquisitions du parquet qui voulait renvoyer la compagnie aérienne en correctionnel. Ils avaient rejeté sur les pilotes la responsabilité de l'accident. Jean-Luc Mélenchon prend la défense de Brigitte Macron après une nouvelle attaque d'un ministre brésilien. Le leader de la France insoumise, qui se trouve en ce moment au Brésil, explique sur Twitter que les Brésiliens qu'il a rencontrés
sont outrés par la grossièreté de leurs dirigeants. Et il ajoute « Sentez-vous forte de notre dégoût pour de telles brutes ». L'arrêt ce soir des vols de la compagnie Aigle Azur, des milliers de passagers vont se retrouver bloqués, notamment en Algérie ou au Mali. Le gouvernement étudie avec Air France le moyen de les rapatrier. Bruno Le Maire, lui, évoque l'existence d'une offre de reprise pour la compagnie sans en dévoiler l'identité. En Grande-Bretagne, la Chambre des Lords adopte une loi bloquant une sortie de l'Union européenne sans accord. Une nouvelle défaite pour Boris Johnson qui doit théoriquement aller négocier avec l'Union un report du Brexit toujours prévu le 31 octobre. Paris Première supprime l'émission de Yann Moix, conséquence des polémiques de ces dernières semaines. La chaîne explique que la décision a été prise d'un commun accord avec la société de production. Cette émission de débat devait entamer sa 2e saison à la mi-octobre. Enfin, les enfants qui ont eu un grand frère parlent moins bien que les autres. Conclusion d'une étude du CNRS menée sur 1 millier d'enfants. Étude qui montre également qu'avoir une grande sœur n'entrave pas le développement du langage. Seule explication, les petites filles sont plus avancées sur le plan linguistique que les petits garçons et elles sont donc de meilleurs modèles. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.